Donc là, on a dû passer en direct Ouais, je vois juste le. tous les lives. Ouais. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? On va commencer par ce petit jeu traditionnel pour être sûr au moins que tout le monde nous entende bien. Il y a un petit décalage entre le live, ce qu'on dit, et le moment où on voit vos questions et au moment où vous nous voyez en live. Donc on va attendre juste quelques secondes pour commencer. Vous êtes en train de vous connecter au fur et à mesure. Ça prend toujours un petit peu de temps au début. Ok, salut tout le monde. Pensez Salut. bien à nous mettre dans les commentaires si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Je vais vérifier que les diffusions soient bien sur YouTube, soient bien en place. Tant qu'on y est, comme ça, moi, on est tout bon pour commencer. Ok, ça m'a l'air d'être bon. Son, image au top. Ok, bon, bah génial. Bah, du coup, on va pouvoir commencer. Nickel, on nous entend bien. C'est super. Du coup, ce soir, on va prendre un petit peu de temps pour échanger avec Claude qui est ici présent pour vous présenter le projet Versity. Alors, c'est un projet qu'on ne connaissait pas. On a fait en fait un appel sur la partie Twitter pour voir un petit peu les projets francophones qui vous intéressaient, qu'on devait interviewer, sur lesquels on devait échanger avec eux. Et du coup, vous nous en avez parlé, donc on a creusé un petit peu le sujet. Et aujourd'hui, bah, Claude va vous présenter ce projet-là et puis on va échanger avec lui pour pouvoir lui poser toutes les questions qui nous intéressent. Donc Claude, je te laisse te présenter à la communauté. Merci, Michael. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Claude, je suis le CEO des Agences de Papa, donc la société derrière le projet Versity. Rapidement, mon parcours professionnel avant de rejoindre les Agences de Papa, je vais peut-être en 2 minutes présenter les Agences de Papa et ensuite aller beaucoup plus en détail sur le projet Versity. Donc, moi, j'ai un vécu de dirigeant d'entreprise dans plusieurs secteurs. Donc, j'ai fait de la finance, j'ai fait du conseil, j'étais aussi directeur général d'un club de foot professionnel. Mais ça, c'est un parcours assez atypique. Donc, j'ai rejoint les agences de papa comme directeur général quasi, en 2020, tout au début de l'aventure. Pour rapidement vous présenter les agences de papa. Les agences de papa sont une société, on est une société cotée, une start-up mais cotée à la Bourse de Paris. C'est une entreprise qui est à disrupter, même si le terme est souvent suremployé, mais je pense que c'est une bonne définition pour ce qu'on a fait, le travail et le business derrière les agences immobilières. On a trouvé que les agences immobilières étaient un peu trop poussiéreux, ça manquait de digital, les prix étaient beaucoup trop élevés et la communication et l'image étaient très mauvaises. Donc du coup, on a, si je veux résumer en trois grandes parties, les agences de papa, c'est une disruption par le prix. Donc effectivement, on a un prix de départ de frais d'agence pour les vendeurs qui, vous savez, sont autour de 5% en moyenne en France. Même si vous ne savez pas, voilà, vous avez une idée, ça représente en gros 20 000 euros. Nous, on le fait à partir de 2 000 euros. Les agences immobilières sont traditionnellement l'agence de quartier avec une agence physique, avec des agents physiques. Alors nous, pas du tout, c'est 100% digital. Tout se passe par notre site internet, lesagensdepapa.fr. Et tous nos agents sont ici à Nice, derrière leurs écrans ou derrière leur téléphone pour gérer les transactions. On a industrialisé tout le process de la transaction immobilière pour créer un maximum d'efficacité et du coup pouvoir proposer des coûts de transaction extrêmement faibles pour les personnes qui vendent leurs biens. Et le dernier élément, c'est qu'on on aime bien la communication, on aime bien le marketing, on aime bien dépoussiérer le métier d'agent immobilier. Donc, du coup, on a une communication avec un porte-parole qui a un poids lourd, c'est le cas de le dire, qui est Teddy Riner, qui est notre porte-parole. On a engagé des grandes campagnes de communication, de publicité à la télé, un peu partout l'année dernière, une très grosse campagne qui a fait on est plutôt connu maintenant par le grand public. On a fait un sondage, on est connu par près de 20% des Français. Et
Et donc, du coup, les agences de papa, on est probablement en agence indépendant unique, la plus grosse agence de France, si on devait sortir tous les réseaux qui sont en fait finalement des ajouts d'indépendants. Donc voilà les agences de papa. Et donc, du coup, le projet Versity, c'est un peu un prolongement extrêmement logique pour nous de cette volonté de discuter à la fois par la technologie et par l'approche ce marché de l'immobilier. Et quelque part, ce n'est pas uniquement destiné au marché de l'immobilier, mais le marché de l'immobilier est un premier pas pour nous. Si vous voulez, je vous disais tout à l'heure que le point de départ de ce projet qui date d'assez longtemps maintenant, j'ai perdu la notion du temps. C'est quelle année justement les agences de papa, la création? Alors, les agences de papa ont été créées fin 2019. La société a réellement commencé ses activités en 2020. On a fait énormément de levées de fonds. Depuis le début de la création, on a fait près de 13 millions d'euros de levée de fonds. On s'est coté à la bourse de Paris en mai de l'année dernière. On est une équipe d'un peu moins de 100 personnes, donc avec des commerciaux, des agents immobiliers qui sont sur un call center ici à Nice. On est basé à Nice. Donc on a beaucoup de chance, il fait toujours beau. Bon, en ce moment un peu chaud, mais on n'est pas les seuls à souffrir de la chaleur. Exactement, tout à fait, ouais. Et du coup, tu expliquais que vous aviez fait de l'immobilier, donc c'était vraiment votre secteur d'activité. Et comment est arrivé l'aspect blockchain? Parce qu'effectivement, la suite vers Versity, on en parlera un petit peu ensuite. Mais vraiment, l'aspect technologie, est-ce que c'est venu plutôt des dirigeants dont tu fais partie? Ouais. Alors, ça vient principalement de Nicolas, qui devait être là ce soir, qui, depuis le début des aventures des agences de papa, alors lui, c'est un passionné de technologie et quelqu'un qui adore tout ce qui est blockchain notamment, réfléchissait à comment entrer comment utiliser la force de la Web3 dans notre business. Et ça a progressivement maturé. Il fallait quand même créer une vraie notoriété, il fallait créer une structuration de la société. On n'est pas dans une approche qui est souvent le cas où avec quelques amis, on se monte une start-up. Nous, il fallait qu'on structure une société parce que c'est des projets extrêmement lourds et on s'en rend compte. Hein. Il y a probablement 40-50 personnes qui travaillent alors en interne et chez nos prestataires, chez nos partenaires qui travaillent sur ce projet-là. Donc, c'est extrêmement lourd. Donc, il fallait pouvoir être capable de lancer un projet comme ça. Et ça a maturé progressivement chez Nicolas. Et donc, du coup, on a commencé à brainstormer sur comment on voulait, quelle valeur ajoutée et quelle disruption on pouvait apporter avec la Web3. Et donc, du coup, on est arrivé à progressivement maturité sur ce projet Versity. Donc, le projet Versity, si vous voulez, c'est 3 grandes parties. La première partie, en fait, donc c'est le métaverse qui, alors évidemment, tout le monde connaît les métaverses, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde, on connaît même plusieurs, il y en a énormément. Et en fait, nous, on est parti d'un besoin métier, d'un besoin, en fait, d'une problématique qu'on rencontre tous les jours. On a à peu près, par exemple là aujourd'hui, sur notre site, je pense qu'on doit avoir autour de 2000 biens à vendre, 2000 biens pour lesquels on a un mandat de vente. On se rend compte qu'en fait, sur les visites de ces biens-là, c'était un petit peu notre goulot d'étranglement. Et si c'est notre goulot d'étranglement alors qu'on a industrialisé le process, c'est d'autant plus le goulot d'étranglement de tous les agents immobiliers du monde. Il faut savoir que aujourd'hui, quand vous voyez une annonce immobilière, quand vous voulez acheter un appartement, vous allez sur un portail immobilier, vous allez venir sur notre site, et vous allez faire une recherche avec un moteur de recherche. Vous allez avoir une map avec les biens qui sont dans la région que vous cherchez ou la ville que vous cherchez. Vous essayez vous avez des options, etc., pour pouvoir réduire le champ. Et puis donc vous allez avoir un bien et vous allez pouvoir cliquer dessus, cette fiche de bien, avec des images, avec un descriptif du bien, de l'appartement, de la maison, et quelques détails techniques. Et à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez l'agent immobilier, on dit
vous demandez une visite. Et donc, si je me… Donc, le problème… Justement, juste pour te couper avant qu'on parte justement sur la suite, parce que j'avais une question déjà à ce niveau de process. Avec le Covid et vous êtes lancé en plein dans la période, on a vu qu'il n'y avait plus de possibilité de faire des visites d'appartements. Et donc, toutes les visites ont été virtualisées. J'en ai eu l'occasion d'en faire dans des modèles en 3D. Et l'objectif, c'était peut-être de se rapprocher de ça. Et la question que je me posais, parce que pour avoir visité des appartements, les modèles 3D, c'est bien, mais ça a une limite. Par exemple, il y a certains éléments qu'on ne va pas forcément voir. Et du coup, voilà, comment est-ce que vous avez abordé la question? Et est-ce que c'est juste un modèle de 3D ou est-ce que vous apportez encore de la plus-value par rapport à ce qui existe à l'heure actuelle sur le marché? Alors, notre modèle, c'est effectivement, vous avez aujourd'hui la possibilité de faire des visites 360 degrés. On appelle des visites 360 degrés. En gros, c'est des caméras 360 degrés. D'ailleurs, nous, on propose la possibilité d'avoir ça. Et vous avez en fait une vue à 360 degrés. Sauf que c'est extrêmement fixe, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas bouger. Pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est un peu un Google Street View appliqué à l'appartement. Donc, en fait, vous avez des points et après, vous avez la possibilité de regarder. Donc, vous avez la problématique de Street View qui est l'impossibilité de réellement vous déplacer comme vous voulez et avec des déformations de cet espace. Et ce que nous proposons dans Versity, donc je vais un petit peu anticiper ce que j'allais, mais c'est avec très grand plaisir. Donc, en fait, Versity, c'est une métaverse qui est un reflet de la réalité. Le reflet de la réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde virtuel, tout ce que vous voyez doit être, en tout cas sur l'extérieur, doit correspondre à la réalité du monde tel qu'il est. C'est-à-dire que quand vous vous promenez dans une rue, quand vous prenez sur les Champs-Élysées à Paris, dans Versity ou sur les Champs-Élysées, vous devez voir la même chose. Un côté réel et un côté virtuel, 3D. Et donc si on va un petit peu plus loin, quand on va visiter un appartement dans Versity, l'appartement est modélisé en 3D. Il est modélisé en 3D, donc vous avez la possibilité de vous balader comme vous avez l'habitude de vous balader sur n'importe quel autre métaverse dans l'appartement. Donc, on n'est plus limité par cette vision 360 degrés des solutions qu'on a actuellement. Ça vous permet justement de vous balader comme vous voulez dans l'appartement, mais vous baladez comme vous voulez autour de l'appartement. Vous pouvez aller dans la rue, si vous ne connaissez pas cette rue, vous pouvez vous balader dans la rue pour voir à quoi exactement ça ressemble. Vous pouvez vous balader dans le quartier pour voir exactement ce qu'il y a autour. Et vous pouvez, et ça c'est la force quand même d'un monde virtuel, du métaverse, vous pouvez interagir, en tout cas votre double dans le métaverse pour interagir avec toutes les personnes que vous voulez faire entrer ou toutes les personnes qui sont des parties prenantes à l'opération. Vous pouvez par exemple visiter l'appartement avec des proches qui ont peut-être un œil un peu plus avisé que vous sur un appartement pour qu'ils viennent directement aussi visiter avec vous. Vous pouvez venir avec vos parents si eux doivent participer financièrement pour leur demander leur avis. Vous pouvez aussi interagir avec toutes les personnes. Si vous avez l'agent immobilier qui pourrait être là, s'il n'y a pas d'agent immobilier, parce que tout simplement, ce n'est pas uniquement réservé aux professionnels, Versity, c'est ouvert à tous. Si vous avez un particulier qui vous vend, vous pouvez directement discuter, échanger avec le particulier. Vous pouvez aussi faire appel à tous les prestataires de services qui vont vous permettre de vous projeter dans l'opération ou dans l'achat. Vous pouvez demander typiquement demander à votre banquier, celui qui va vous donner le prêt, souvent le banquier a besoin d'avoir une bonne connaissance du bien pour pouvoir voir si le bien peut être est susceptible d'être financé. Vous pouvez demander à votre banquier de venir, vous pouvez demander à votre assureur de rentrer, de venir. Vous pouvez demander à un architecte d'intérieur pour pouvoir adapter le bien selon vos désiratas. C'est de la 3D. Donc, et on proposera des outils pour pouvoir faire des adaptations. Vous pouvez demander à vos architectes de directement intervenir pour changer la couleur du mur, ajouter des meubles virtuels pour personnaliser le bien. Voilà la base de Versity, la base de fonctionnalité de Versity. Et je peux aller un peu plus loin après. J'ai déjà plein de questions, effectivement. Là, j'ai déjà plein de questions qui me viennent en tête. La première, c'est qui fait la modélisation? Est-ce qu'on est sur un système automatique de modélisation de l'appartement? Ce qui ferait que, par exemple, je ne sais pas, j'ai visité des appartements où il y avait un problème au niveau du sol, c'est-à-dire que le sol n'était pas plat. Il y avait un certain problème de régréage. Donc ça, est-ce que c'est la personne qui le modélise qui est obligée de refaire ce régréage-là quand il y a
des mesures qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas équivalentes à celles des plans, parce que ça arrive dans les anciens bâtiments que c'est bougé un petit peu, ou de la découpe. Voilà, qui c'est qui fait cette modélisation et à quel point elle est représentative de la réalité, sachant que je reste convaincu, mais après ça c'est peut-être ma vision des choses qui aujourd'hui n'est pas assez poussée dans le métaverse, qu'il y a certains éléments qu'il faudra quand même voir de manière réelle quand c'est de l'ancien pour vraiment avoir la perspective complète de tous les éléments qu'on pourrait avoir. Bah, première remarque, je pense que cette métaverse est faite non pas pour remplacer la visite physique, mais pour limiter à 90%, enfin aux 10% restants, ceux qui vont vraiment être intéressés après avoir fait tout ça seront qu'une infime partie. Et il y a pour les professionnels et pour le particulier, celui qui est le propriétaire, il n'a pas envie de faire 20 visites. S'il a 2 visites vraiment hautement qualifiées, c'est l'essentiel. Donc ça c'est une première remarque. Donc, parce que la transaction finale, elle sera de toute façon off-chain. En France, on n'a pas le droit de faire une transaction on-chain. Donc, ce sera de toute façon off-chain. Et du coup, on n'imagine pas, je veux dire, ce serait mentir aux gens de dire bah, on va vendre uniquement sur une visite virtuelle. La visite virtuelle est une valeur ajoutée extrêmement forte. Et croyez-nous dans notre expérience, on sait de quoi on parle. Mais ce n'est pas uniquement ça, sur cette base-là, que la vente se fait. C'est un accélérateur de vente. Oui, mais de toute façon, aujourd'hui, la vente sur plan, ça existe. Quand on achète un appartement neuf dans un bâtiment qui est à construire, on l'achète sur les informations qu'on a. Donc, effectivement, on n'a pas cette capacité à visiter. Et là, effectivement, où je vous rejoins, c'est le fait de s'éviter de faire 50 visites sur des biens qui ne nous plaisent pas forcément, d'avoir une vue qui est la plus complète possible du quartier. Après, il reste les bruits, il reste les odeurs, il reste… Et la question que je me posais, c'est justement en termes de texture dans le métaverse, est-ce qu'il y a des différences de matériaux, par exemple? Là, on sait qu'on va être sur un mur porteur, là, on sait qu'on est sur une cloison, pour que les architectes d'intérieur puissent avoir tous les éléments pour pouvoir travailler. Est-ce qu'on est sur une poutre dans la charpente qui va maintenir la structure? C'est peut-être, je rentre peut-être trop loin dans les détails, mais en fait, je me projette aussi sur l'architecte d'intérieur qui a besoin de ces éléments-là pour pouvoir travailler correctement, en fait. Alors d'abord, je voulais répondre à la première question. C'était comment on modélise en 3D en fait un bien. Effectivement, oui. On a trois possibilités. Évidemment, c'est l'une des clés du fonctionnement. On a 3 possibilités. Vous avez, selon votre capacité d'indépendance en fait. Vous avez la première possibilité qui est, je dirais, une possibilité où vous confiez ça à quelqu'un. Donc, il y aura des prestataires. Comme aujourd'hui, vous avez des prestataires qui viennent chez vous prendre des photos, vous avez des prestataires qui peuvent venir avec leur matériel. Il ne faut pas de matériel spécifique, en fait. Avec leur matériel, typiquement le matériel pour faire le pointeur laser ou un truc comme ça. Voilà. Et ça, il peut venir le faire et modéliser. Ça prend, ça dépend de la taille, évidemment, du bien, de la propriété. Mais c'est relativement rapide, ça a un coût. Aujourd'hui, vous faites venir un photographe chez vous, ça vous coûte, selon la taille, je dirais entre 100 et maximum 300 € pour pouvoir faire ça. Donc ça, c'est la partie pour les gens qui ne veulent rien faire. Et ça, c'est à la charge du vendeur Alors, normalement, c'est l'agent immobilier. Alors, ça dépend des agences immobilières. Si c'est des professionnels, certains agents immobiliers prennent en charge. D'autres ne prennent pas en charge, c'est au vendeur, mais on se retrouve, je dirais, dans un cas de figure classique où ça ne change rien par rapport à l'engagement des financiers pour le vendeur. C'est dans le monde actuel avec les agences immobilières, c'est souvent des agences qui vont en prendre en charge. Quelquefois, vous avez des options que vous payez. Chez nous, par exemple, aux agences de papa, c'est une option payante parce que pour 2 000 € de frais d'agence, on ne peut pas prendre en charge 200 €. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, on le propose en option et on a certains clients qui disent « Ok, je veux bien ». Donc, vous avez quelqu'un qui arrive et qui fait. Donc, ça, c'est la première solution. La deuxième solution, on a un partenaire qui est capable, à partir des photos, c'est-à-dire que vous prenez quelques photos. Une photo, ça peut le faire l'affaire, vous pouvez prendre quelques photos et à partir de la photo, il modélise en 3D la pièce. Donc, ils ont un studio 3D, ils reçoivent les photos, ça leur prend entre 24 et 48 heures pour vous rendre l'intégralité de votre bien en 3D. Donc, ça, c'est la deuxième possibilité. Donc, c'est du semi-autonomie. Vous avez l'autonomie totale. Alors, ça, c'est très simple. Vous utilisez ça, votre téléphone portable. Alors, tous les téléphones portables n'ont pas cette fonctionnalité. Il y a une fonctionnalité ici qui s'appelle le LiDAR. Et avec le LiDAR, amusez-vous, hein, parce qu'il y a plein d'applications qui existent et qui sont gratuites. Vous allez voir, avec le LiDAR, vous faites le scan d'une pièce
en quelques secondes et vous l'avez en 3D. Après, alors la qualité est plutôt bonne. Par contre, il faut quand même faire un petit peu de retravail dessus. Et ça, effectivement, l'idée, c'est qu'on puisse nous retravailler un petit peu pour avoir un modèle qui soit carré. Et je voudrais aussi revenir, parce que du coup, c'est une quatrième possibilité, puis tu évoquais la vente sur plan. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, tous les promoteurs immobiliers dans le neuf ont modélisé déjà en 3D, donc quasiment tous, je ne suis pas sûr que 100%, mais je pense qu'il y a une bonne partie. On la capacité de modéliser le projet immobilier en 3D. Mais ils le modélisent en fait pour une utilisation professionnelle qui permettent qui prépare le chantier, les travaux. Ils utilisent un logiciel qui s'appelle un BIM, BIM, et ce logiciel-là, aujourd'hui, ils ne l'utilisent pas pour la commercialisation. Et nous, avec nos tests technologiques qu'on fait, on peut importer intégralement le BIM en quelques minutes sur Versity. Versity a un moteur avec le moteur 3D de Versity. Et du coup, on peut mettre dans Versity l'intégralité d'un projet immobilier sur plan. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Un acheteur aujourd'hui qui achète sur plan ou sur des vidéos 3D jolies, il aura la possibilité de se balader et d'aller de se balader autour et dans le projet immobilier neuf directement dans le métaverse. Donc, on discute avec beaucoup de promoteurs immobiliers qui sont extrêmement intéressés par cet aspect-là. Donc ça, c'est aussi une possibilité d'avoir de faire la 3D. Donc aujourd'hui, la maturité de la 3D qui grâce notamment et grâce principalement en fait au gaming, fait que c'est devenu un outil qui est démocratisé et qui est techniquement facile à mettre en place. Alors, facile, toute proportion gardée, hein, c'est pas non plus… Il y a un peu de travail, sinon je veux dire, nos développeurs ne servira à rien, mais il y a un peu de travail à faire, mais c'est quelque chose qui n'est pas… ce n'est plus un blocage technologique. On aurait fait, il y a 5 ans, on aurait parlé de ça, ce n'était pas possible. D'accord. Et aujourd'hui, on reprendra mon ancienne question avant. Est-ce que vous fournissez un kit d'outils, par exemple, pour les personnes qui souhaitent justement modéliser leur appartement pour pouvoir vous l'apporter sans avoir forcément des connaissances en développement, vraiment quelque chose un petit peu en clic-clic, un peu comme on retrouvait sur Minecraft ou dans des jeux en ligne où on arrive à remodéliser assez simplement différents éléments. Je sais que Ikea avait proposé un modèle 3D où on faisait pour refaire les pièces. Ouais, les cuisines, exactement. Est-ce que vous allez proposer quelque chose ou est-ce que vous proposez déjà quelque chose à l'heure actuelle pour justement encourager, on va dire, les personnes à apporter leur pierre à l'édifice, si je peux dire ça comme ça? C'est effectivement, en fait, ce qu'on prévoit déjà, on ne va pas recréer la roue. Aujourd'hui, vous avez des solutions, comme je vous l'ai dit, avec vos téléphones qui sont extrêmement efficaces. Je vous conseille vraiment à tous. Oui, j'essaierai, je n'ai pas eu l'occasion, effectivement. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, en fait, on n'a pas besoin de recréer avec ces outils-là. Alors, il faudra probablement qu'on vous conseille, pour les utilisateurs, on aura entre guillemets un mode d'emploi ou en tout cas une liste de best practices. On vous conseillera certaines applications qui sont gratuites. Encore une fois, ça c'est très important. Et vous n'avez pas besoin de payer ces applications. Et du coup, je pense que quand vous ferez l'essai, on en reparlera, mais je pense que la réponse viendra d'elle-même. D'accord, je vois justement, là, on nous demande dans le chat le nom exactement de l'application sur Android, s'il y en a une en particulier, ou c'est la technologie, c'est Light Radar, si je ne dis pas de bêtises. C'est le LIDAR, L-I-D-A-R. LIDAR. En fait, qu'est-ce qui se passe quand le point ici, en fait, le LIDAR, c'est des lasers, en fait, et qu'on ne voit pas, mais en fait, ça crée des milliers de points comme ça, qui vont mesurer la distance entre votre téléphone et tout ce qu'il y a autour. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un, vous allez le scanner aussi dans le champ. Et du coup, donc ça crée des milliers de points comme ça. Et quand vous bougez, les milliers de points se répercutent et les applications vous permettent justement de transformer ce LIDAR, enfin le scan fait par le LIDAR. En fait, c'est un scan de ce qu'il y a autour de vous.
et vous permet justement et permet de transformer tout ça en 3D avec la même colorimétrie que le réel. D'accord, oui, donc effectivement, ça permet déjà d'avoir un modèle assez rapide. Et pour revenir à ma question justement sur les textures et sur la partie matière, aujourd'hui, est-ce que lorsqu'on modélise ce modèle 3D, on peut choisir justement de dire bah, ce mur-là en particulier ou ce plafond-là, il a cette matière-là et du coup, potentiellement, il faudra faire attention à certains éléments. Ou pour l'instant, ça reste des blocs qui se valent tous, que ce soit une table, un mur ou une porte. Bah, alors, la matière, non, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable encore de dire, voilà, bah, ce mur est fait enfin, cette cloison est en placo ou en béton. Ça, c'est pas encore possible. Par contre, effectivement, on peut demander, et ça, c'est la force de l'interaction hein, dans le métaverse, on peut demander au propriétaire qui est, en tout cas à son double, de dire, voilà, bah, cette partie, c'est quoi, cette partie, c'est quoi, pour pouvoir avoir un maximum d'informations. Et on peut le demander à tout moment. Enfin, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui, plutôt que de prendre un deuxième rendez-vous de visite dans la vie réelle, de prendre 5-10 minutes avec le propriétaire dans le métaverse, dans Versity, pour pouvoir poser ces questions-là. Et donc, vous pouvez être accompagné également d'un architecte qui va poser des questions qui sont plus pointues pour pouvoir, qui lui permettra de faire une adaptation, du home staging, typiquement, hein, en modifiant les choses pour vous reproduire la même pièce avec vos goûts et vos couleurs. Typiquement, ce qu'on a dit Ikea avec sur les cuisines, pour que vous ayez une idée de ce que ça pourrait être. Alors, encore une fois, c'est un outil d'aide. Oui, bien sûr. Mais c'est un outil d'aide qui va accélérer le processus de vente et qui va surtout permettre aussi aux gens, en se projetant, de mieux acheter leurs biens. Et c'est ça qui est très important et c'est ça qui fait que aujourd'hui, dans le monde de l'immobilier, où on est plutôt très bien connu, ce projet résonne beaucoup. Mais ce que je disais tout à l'heure était aussi important. Le métaverse de Versity n'est pas réservé au monde de l'immobilier. Le point de départ est l'immobilier. Mais à partir du moment où on a un monde virtuel représentant du réel, on peut imaginer beaucoup de choses. Alors évidemment, je vous ai parlé du neuf, je vous ai parlé de l'ancien, je peux aussi vous parler de la location, mais tout ça, c'est dans l'immobilier. La location saisonnière, quelqu'un qui vient à Nice, je ne sais pas où tu es, Michael, mais si tu veux louer un appartement à Nice, je ne sais pas si tu connais très bien Nice, mais c'est quand même bien de pouvoir visiter les alentours. Non, alors j'y suis déjà allé, je vis pas en France, mais j'y suis déjà allé, effectivement. Et c'est vrai que sur Airbnb, on a des photos, mais on n'a pas de représentation 3D. Ce qui peut être intéressant des fois hein, pour des séjours de longue durée pour pouvoir justement se positionner un petit peu mieux. Ouais. Aussi dans les biens, ce qu'on appelle les biens commerciaux, c'est-à-dire un magasin. Oui, pour les sociétés. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, on discute avec plein d'entreprises pour les faire venir dans Versity. Et on travaille avec on va dire une société qui a plein de centres commerciaux qui aimerait mettre ces centres commerciaux directement dans Versity aussi. Et au-delà de l'immobilier, c'est important de le dire aussi, aujourd'hui, on a une chaîne de supermarchés avec qui on discute, on a une chaîne de casinos à qui on discute, parce que en fait, à partir du moment où on a cet outil de base, et la philosophie est d'en faire quelque chose d'ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui a une idée intéressante sans modifier l'apparence du monde, parce que ça doit absolument rester un reflet du monde réel, mais qui est une idée de business dans ce métaverse, et que ça respecte les lois, on les accueillera avec très grand plaisir. Et justement, si on peut parler un petit peu de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, de quelques chiffres pour avoir un peu un ordre d'idée, parce que tu nous as parlé là de plusieurs partenariats avec des différentes structures. Aujourd'hui, voilà, combien est-ce qu'il y a d'appartements dedans qui sont déjà modélisés? Est-ce que ça existe déjà? Voilà, où est-ce qu'on en est du projet à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Et après, on parlera plus tard du futur, mais déjà pour avoir un petit état des lieux et que les personnes puissent un peu se projeter dans ce que vous proposez.
Bah, je vais te faire une rapide synthèse de la roadmap. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, sur la partie, on a lancé déjà notre SEO, parce qu'en fait, on a parlé de Metaverse, mais j'avais dit qu'il y avait trois grands éléments de notre projet Versity. Il y a le Metaverse, il y a le token, qui est le monnaie en fait, d'échange qui sera à l'intérieur. Et il y a aussi les NFT qui est un produit plus destiné, le NFT Parcel qui est plus destiné aux investisseurs. Mais je vais revenir un petit peu sur ça parce que ça peut être aussi intéressant. Ouais. Et donc, du coup, par rapport au token, on a commencé l'ICO. Donc, on a fait l'ICO à 5 rounds en tout. On a fait une pré-round de private auprès d'investisseurs, je dirais, institutionnels ou plutôt de gros investisseurs. Certains de nos actionnaires, on a quand même beaucoup de gros actionnaires dans notre société, les agences de papa, mais auprès aussi de personnalités qui sont intéressées pour investir d'une manière plus importante dans ce projet. Donc, on a fait ça et on a fait ensuite le premier round de l'ICO. Donc, ce qui va se passer après, c'est qu'en septembre, on fera le deuxième round d'ICO et on va enchaîner à partir de septembre, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au cinquième round pour finir l'ICO. En parallèle, qu'est-ce qu'on a fait? En parallèle, on a beaucoup travaillé sur tous les tests techniques et technologiques pour Versity. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a modélisé quelques rues sur lesquelles nos équipes déjà peuvent faire tout ce qu'on prévoit de faire, hein, c'est-à-dire travailler sur le design 3D des bâtiments, travailler sur le design intérieur, comment on peut importer des appartements ou des maisons qui ont été modélisés en 3D. Tout ça, c'est en cours avec nos équipes techniques. On prépare aussi tout le travail qui est prévu pour les NFT. En fait, on a prévu en Q4 d'ouvrir la marketplace de nos NFT, de nos parcelles. Et ça nécessite un travail bien précis sur ce qu'on appelle la parcelle économie. Donc, cette partie-là a été aussi travaillée en profondeur. Et du coup, on prévoit donc, du coup, de livrer une version 1 de Versity à la fin de l'année. Et un petit peu avant, ça va dépendre un petit peu de la date de closing de l'ICO, la marketplace de NFT de parcelle. Ok. Alors, j'ai plein de questions justement sur cette partie levée de fonds et autres, mais on va prendre un petit peu de temps là pour un événement qui est un petit peu exceptionnel. Claude et ses équipes ont souhaité nous offrir 100 $ de Versity, du token justement City, dont il nous parlera un petit peu plus en détail après. Il va prendre le temps de vous poser une question. Vous allez y répondre et en fait, on va tirer au sort une personne qui aura correctement répondu d'ici 5 minutes. Je vais lui poser une seconde question, donc ça laissera le temps de la réponse. Et puis, justement, la personne qui sera sélectionnée, on lui offrira ses 100 $ de jetons City. Donc voilà, Claude, je te laisse poser la question. Le champ est ouvert et prenez le temps d'y répondre. D'accord. Alors, c'est une question qui est liée plus à l'ICO, premier, parce que j'évoquais justement l'ICO. Je voulais juste savoir quel était le mean buy donc du premier round de notre ICO. Le montant en dollars. Voilà, donc vous avez 5 minutes pour aller chercher. Et l'idée, c'est que vous nous mettiez la réponse en commentaire et puis on tirera quelqu'un au hasard là, dans 5 minutes à peu près. Donc, pour revenir sur cette ICO, comment elle s'est déroulée? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est pas forcément bien passé? Voilà, quelle était la tokenomics derrière? Est-ce qu'il y a du blocage pour les jetons sur le long terme? Comment est-ce que vous l'avez pensé, en tout cas, cette ICO? L'ICO, on l'a pensé donc sur 5 rounds. Le premier round, c'était le round, c'est un round qui est relativement faible par rapport au montant total. Par contre, on a fait une private avec un montant très important. Hein. On a fait plus de 4 millions de dollars sur la private. Le premier round, c'était 675 000 $. On a fait un sold out
en quelques heures sur ce date. Donc, on était extrêmement satisfait surtout vu la date. On a fait il y a, attendez, laissez-moi réfléchir, on a fait il y a un peu moins d'un mois. Donc vraiment dans le pire moment du marché crypto. On a beaucoup de gens autour de nous qui nous ont dit bon, attendez de lancer, attendez le mois de septembre, bon, parce que là c'était vraiment en plein bear market, c'était peut-être pas le bon moment. On s'est dit qu'on avait quand même beaucoup de gens de marques d'intérêt, et on a quand même lancé. Et je pense qu'il y avait quelque chose de très intéressant par rapport à d'autres ICO, et on était assez surpris d'ailleurs. C'est qu'en fait, 2/3 des gens qui ont participé à cet ICO, parce que du coup, on doit faire une KYC, 2/3 des gens qui ont participé à l'ICO, en fait, c'était leur premier achat de crypto, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, on avait beaucoup de gens qui étaient issus du monde non Web3, qui n'étaient pas du tout donc, qui n'ont ni wallet, qui savaient, donc, du coup, qui avaient eu des difficultés à acheter durant la SEO parce que du coup, ils ne savaient pas comment faire. Et ça explique peut-être le succès aussi de la SEO parce que du coup, on n'était pas dépendant des gens qui avaient l'habitude de faire des SEO. Alors, j'en profite tant qu'on est dans ce sujet-là. Je vois que Laurent qui pose une question. Alors, j'avais vu sur votre site certains éléments de réponse. Sur la partie répartition, en tout cas, des tokens, vous l'avez affiché sur le site, il y a différents pourcentages. Donc, Laurent, je te laisserai les regarder, c'est peut-être pas forcément la peine de rentrer. Et du coup, ce qui, par contre, est intéressant, c'est le pourcentage de personnes qui étaient dans la crypto et des personnes qui sont entrées, on va dire, par ce biais-là dans le secteur crypto, et la partie étranger et français, du coup. Ouais. Alors, comme je l'ai dit, sur le nom des personnes qui n'ont jamais fait de crypto, on est dans 2/3 des personnes qui ont acheté sur le premier round. On a eu, alors la majorité c'était des Français, on a eu beaucoup d'autres francophones, beaucoup de Suisses, beaucoup de Belges. On a eu beaucoup alors en Europe, après c'est des Espagnols. Je pense que peut-être parce qu'on a eu pas mal on a été invité sur plusieurs amas espagnols pour présenter le projet. Mais beaucoup, très francophone quand même, le projet. Je pense que aussi c'est lié aux répercussions de la presse, parce qu'en fait, on a eu pas mal de communication auprès de la communauté de Web3, mais en fait, notre projet a été repris aussi par la presse classique, notamment de la presse qui parle régulièrement d'immobilier. Et ça s'est vu aussi justement dans une partie des gens qui étaient non crypto et qui ont investi, étaient des gens qui étaient de l'immobilier. Alors, au sens large du terme, ce n'était pas forcément des agents immobiliers, ce n'était pas forcément des architectes, mais il y avait vraiment de tout. Et c'est des gens, il y a une partie d'entre eux qui nous ont écrit en nous disant, voilà, moi j'ai participé à votre SEO parce que je veux faire partie de Versity quand ça sera en ligne. Parce que en tant que quelqu'un de l'immobilier, j'y crois. Donc voilà un petit peu les spécificités un peu en vrac comme ça. J'ai pas les détails. Mais c'est un petit peu les retours qui me reviennent. Ça permet déjà d'avoir un petit peu l'ensemble des informations. Et là, ici, on est bien d'accord que c'était pour l'utility token, parce que si j'ai bien compris, il y a des NFT qui sont des parcelles et pour schématiser, et du coup, c'est un code postal. Un NFT est égal à un code postal. Et du coup, les ICO ont été faites uniquement sur la partie utility token. Et comment va être mise en place la vente justement de ces NFT qui sont censés représenter un code postal? Parce que là, on aura 20 000 questions sur ce sujet-là, mais ça va durer 2 heures, je le sens bien. Mais au moins, voilà. Bon, on va prolonger un peu là alors. Alors déjà, c'est un exchange token, c'est pas un utility token. Okay. C'est un exchange token. Donc, pour parler des NFT des parcelles, je vais peut-être expliquer ce que c'est que les NFT, pourquoi des NFT. Exactement. On se dit, mais c'est important. En fait, les NFT, donc les parcelles, sont dans la philosophie de Versity, sont le reflet de ce qui est quelque chose qui existe pour de vrai dans le monde, qui sont les codes postaux. Dans tous les pays, il y a des codes postaux. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait pour la France? Parce que même si Versity a appelé à s'élargir dans d'autres pays, on a commencé par la France, parce qu'il fallait commencer
dans un pays qu'on maîtrise bien, sur tous les sujets qu'on maîtrise pour faire la preuve du concept. Donc, on a dit, la France, il y a à peu près 35 000 codes postaux en France. Dans ces 35 000 codes postaux, on a pris, donc du coup, dans Versity France, on a divisé Versity France en 35 000 codes postaux qui sont les représentants. Et chaque code postal, donc chaque représentation du code postal, chaque parcelle de terrain représentant un code postal est une NFT et donc une parcelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces parcelles-là? Eh bien, tout simplement, la philosophie, c'est se dire Versity ne veut pas être centralisé. Versity veut que l'activité économique soit répartie sur les gens qui auront une parcelle. Je m'explique. Non, quand on va mettre en place Versity, une personne qui va, l'exemple le plus simple, c'est une personne qui va mettre son bien à diffuser, entre guillemets, à diffuser comme s'il mettait sur Se Loger ou Le Bon Coin à diffuser. Normalement, sur Se Loger, Le Bon Coin, notamment Se Loger, il y a des frais de diffusion. Alors, ça ne coûte pas très cher, mais il y en a quand même. Donc, ces frais-là, ce n'est pas Versity qui va les récupérer parce que Versity, quand vous allez diffuser sur le code postal 75008, vous allez diffuser, vous allez payer le propriétaire du NFT et pas Versity. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout propriétaire du NFT, en fait, va être le récepteur de tous les revenus de son NFT dans Versity. En toute transparence, nous, on prend quand même un pourcentage sur Versity pour faire tourner la machine. Mais la plus grosse partie du gâteau sera détenue par le propriétaire du NFT, sera reçue par le propriétaire du NFT. Et donc, je te coupe parce que le business model, j'ai encore 10 autres questions, mais ça fait déjà 10 minutes qu'on a lancé le tirage au sort et qu'on va avoir le chat qui va déborder sinon. Je te laisse déjà donner, je pense, la bonne réponse. Je te laisse déjà boire 2 secondes. Je pense que c'est déjà le mieux pour un live. Oui, je vois plein de réponses. Il y en a plein qui ont donné la bonne réponse. Donc, c'est 1 000 $, effectivement. Ok, d'accord. Et du coup, je te laisse tirer quelqu'un au hasard. Comme ça, au moins, c'est pas moi qui ai la main. On garde vraiment quelque chose qui est le plus neutre possible. Donc, toutes les personnes qui avaient répondu 1 000 $, techniquement, vous avez une chance d'être tiré au sort. Si c'est le cas, vous nous mettez un message en commentaire. Et puis, il faudra nous envoyer une adresse Polygone et votre adresse mail. Mais ça, ne le mettez pas de façon publique. On vous contactera en PM pour les récupérer. Mais il faudra bien nous envoyer un premier message. Du coup, Claude, je te laisse tirer au sort et nous dire qui est l'euro gagnant. J'ai un Émile Bizot. Alors, je vais essayer de le retrouver dans le chat. 19h35. Allez, c'est parti. Émile, du coup, tu es le grand gagnant des 100 $ offerts par Versity en jetons Versity. Du coup, je te laisse nous contacter directement, de contacter Sylvain, notre community manager, ou nous mettre un message en dessous de la vidéo une fois que une fois que le live sera fini. Je vais y arriver. Et puis comme ça, on prendra contact avec toi pour récupérer toutes les informations. Pour revenir un petit peu sur le business model, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Effectivement, il y a cette partie NFT, il y a cette partie exchange token. Et sur la partie NFT, ça va être vendu sous la forme d'un mint avec une whitelist. Est-ce que ça va être ouvert à n'importe qui? Vu comme il y a un nombre qui est quand même relativement court de codes postaux, il y en a 35 000 35 000 sont catégorisés en plus, donc qui ont la même valeur. Et exactement, qui ont une certaine valeur. Donc, il y a certains NFT qui vont avoir mathématiquement plus de valeur parce qu'une demande qui va être plus forte que l'offre. Sachant que l'ICO s'est déroulé en quelques heures, vous avez tout vendu. Comment est-ce que… Le premier round, on va lancer le deuxième round en septembre. D'accord. Donc, oui, je parlais du premier round d'ICO, effectivement, qui a été vendu en quelques heures. Du coup, est-ce que les NFT vont être mis en vente sous forme de round un peu comme l'ICO? Est-ce que ça va être fait sous forme de mint avec une whitelist? Comment est-ce que vous avez visionné la chose en tout cas? Alors, déjà, ce qui est important, c'est qu'on ne va pas vendre 35 000 NFT d'un seul coup. Ça, on va progressivement vendre les NFT. Il y a 2 possibilités, en fait, d'acheter les NFT. Quand la marketplace, on travaille sur la marketplace avec un de nos partenaires aujourd'hui, NFT. Vous avez, donc, en gros, 2 grosses catégories de NFT. Donc, les premiums, il y en a peu, mais évidemment, quand on prend l'exemple du 75008,
t'imagines bien que ça fait partie des premiums. Ceux-là, en fait, on a deux possibilités. On a un système d'enchères qui va être mis en place et un système d'achat immédiat, donc qui est avec un prix défini. Donc, voilà pour les premiums. Et après, pour les autres. Aujourd'hui, il y a un floor price avant qu'on passe aux autres. Là, sur les premiums, il y a déjà un prix d'entrée ou c'est encore secret, ça fait partie c'est encore secret, je peux pas. Ok, non, il y a pas de problème. Je suis désolé, mais c'est un peu. Je vais pas dévoiler ça tout de suite, mais c'est vrai qu'on le fera à un moment donné. Bien sûr qu'on communiquera tous les prix. Et les prix sont aussi différents, même dans les catégories premium, pardon. Ensuite, vous avez les catégories autres, et c'est sur ces autres catégories-là, en fait, on va faire un système aussi de pouvoir acheter, parce que on a remarqué que, parce qu'on a quand même, on commence à avoir une belle communauté, donc il y a des gens qui veulent absolument un code postal, parce que il y a plein de raisons, parce que c'est leur commune de naissance, parce que c'est là où ils ont déclaré leur flamme à leur femme, enfin bref, il y a plein de raisons, et qui n'a pas forcément beaucoup de valeur. Donc ceux-là, en fait, on aura la possibilité aussi d'avoir un achat immédiat, même si, alors s'il n'est pas en vente, on ne pourra pas le vendre, mais si on va prendre une petite partie qu'on va ouvrir à la vente, et sur ceux qui sont ouverts à la vente, ils peuvent les acheter directement. Et après, on aura un système de loterie. Donc vous achetez en gros, vous payez un prix et vous aurez un NFT au hasard. Donc ça peut être plus ou moins je dirais, si vous avez de la chance, vous aurez un bel emplacement. Un plus stratégique qu'un autre. C'est ça, c'est ça. On peut dire exactement. Et en fait, il faut aussi savoir que vous avez la possibilité de revendre sur notre marketplace votre NFT. Si vous avez envie de le revendre, ça c'est ouvert et vous aurez un système d'enchères. On sera à peu près dans ce cas dans la revente sur le système OpenSea. D'accord. Et oui, aujourd'hui, ça fonctionne effectivement sur Polygon, d'après ce que j'avais compris, justement, pour tout ce qui était frais de transaction, pour la rapidité. La blockchain qu'on a choisie, c'est Polygon. Ouais, effectivement, c'est ce qu'il y a de. Après, je sais que, il y a des fans d'un tel blockchain. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est vrai qu'il fallait trouver une blockchain qui était effectivement pas trop chère dans les frais. Écologique et qui permettait surtout aussi d'avoir un maximum d'interopérabilité parce que du coup, l'idée, c'est aussi que vous puissiez revendre sur OpenSea, par exemple, vos NFT. Et justement, demain, par exemple, j'achète un code postal dans le centre de Lyon, parce que c'est la ville où j'ai grandi, donc je connais un peu le domaine. Quelle est la rémunération, le pourcentage de rémunération que je vais toucher quand une personne va déposer une annonce pour un bien immobilier dans un code postal comme, je sais pas, le 69001? Alors, je ne peux pas vous donner encore le pourcentage, mais ce sera beaucoup plus que 50%. D'accord, qui reviendront à la personne qui détient le code postal. C'est ça. Et c'est quoi? C'est un one-shot ou c'est du récurrent? Par exemple, si l'annonce, elle reste 6 mois en ligne, est-ce qu'il y a un paiement mensuel? Oui, parce qu'en fait, ça, il faut comprendre que une annonce, elle est dans les portails classiques, elle est à durée limitée. C'est-à-dire que vous payez pour une semaine, vous payez pour un mois, etc. Donc, effectivement, si l'annonce est là pendant un an, ce sera un an divisé par le nombre de semaines. En fait, en général, on paye à la semaine. D'accord. Et le circuit classique, vous pensez que c'est plutôt des particuliers qui vont aller déposer d'eux-mêmes leurs biens dans Versity, ou vous pensez qu'ils vont faire appel à une agence immobilière qui, elle, ira déposer le bien dans Versity? Je pense qu'il y aura les deux. Ouais. Il faut voir, par exemple, aujourd'hui, dans les portails immobiliers que tout le monde connaît, vous avez plus de professionnels que de particuliers. Mais le particulier, parce que tout simplement, il n'y a pas uniquement la logique du dépôt de l'annonce, il y a la gestion de la transaction immobilière derrière. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de faire ça et qui ne connaissent pas la suite, en fait. Visiter, c'est une chose, et après, il y a aussi l'offre, il y a aussi
le compromis de vente, etc. Donc, il laisse ça à des agents immobiliers. Donc, les agents immobiliers représentent la plus grosse partie du marché actuel. Je pense que l'idée, c'est quand même que chacun, aujourd'hui, on offre des outils assez simples pour que tout un chacun puisse l'utiliser de lui-même, mais que si on a envie de passer par un professionnel pour le faire, parce qu'on ne veut pas s'embêter, on n'a pas le temps de le faire, c'est aussi possible. Donc, je pense qu'il y aura des deux. Et justement, est-ce que cette complexité d'être obligé d'utiliser un portefeuille connecté, d'aller construire dans le métaverse, est-ce que ce n'est pas un frein justement à ces agences immobilières qui aujourd'hui n'ont pas forcément les compétences ni le temps pour aller mettre un appartement, même si ça va les aider dans leur processus, c'est toujours un petit peu l'histoire de la roue carrée, de la roue ronde. Il y a des Bien personnes sûr. qui vont travailler des roues carrées pendant des années parce que le fait de l'arrondir, c'est quand même compliqué au début. Alors, notre objectif avec Versity, et ça c'est très important, c'est de démocratiser la Web3. Donc, on ne veut pas utiliser des termes wallet ou des choses, même les NFT, entre nous, là, on peut parler de NFT, mais on n'utilisera jamais le terme NFT. Il faut essayer de simplifier, il faut essayer de faire venir les gens dans le Web3 sans qu'ils s'en rendent compte. Et ça, en étant une entreprise à l'origine du Web2, on en est conscient et on veut faire un maximum de choses. Typiquement, par exemple, pour les wallets, on va évidemment, tout le monde pourra connecter, en tout cas toutes les personnes qui ont une wallet pourront connecter sa wallet, mais on va proposer une wallet self-custody pour les gens qui n'ont pas la possibilité, qui veulent pas, parce que bon, c'est vrai que c'est pas évident pour quelqu'un qui l'a jamais fait de faire un MetaMask. C'est pour ça, et même d'acheter ces premiers, parce que je ne sais pas où le jeton City va être référencé, mais si on parle ne serait-ce que de plateformes comme Binance, FTX ou Kraken, qui sont aujourd'hui des leaders dans le domaine, c'est-à-dire que les personnes doivent faire un virement bancaire ou un achat par carte bleue, ce qui est déjà un frein majeur pour la plupart des personnes, parce que les banques sont hyper réfractaires. Du coup, qu'elles doivent transformer derrière du BTC ou autre pour avoir du City, l'envoyer sur leur wallet, l'utiliser. Et là, clairement, par expérience de ce que nous on voit déjà avec des investisseurs qui ont déjà, on va dire, l'envie d'aller acheter de la crypto, on perd 90% des personnes en fait. Et je suis d'accord avec toi. Et quelque part, avec notre ICO, on a vu la même chose. C'est-à-dire qu'on a eu des gens qui ne savaient pas comment faire. Donc, on a eu beaucoup plus de paiements en virement et en carte bleue que de paiements en crypto. Donc, il faudra, et ce sera l'un de nos objectifs, aussi prévoir une possibilité pour tout un chacun de payer avec sa carte bleue les services. Il faudra transférer ça d'une façon la moins visible possible pour ne pas perdre cette population-là en City et qu'au final, le propriétaire d'une NFT reçoive ses City. D'accord. Et justement, parce que là, on parle quasiment d'un exchange, hein, du moins sur une paire en particulier. Aujourd'hui, les équipes, il y a combien de personnes qui travaillent sur le sujet et comment elles sont réparties? Alors, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui travaillent sur le sujet. En interne, on a une quinzaine de personnes entre le marketing, l'IT et les devs qui travaillent avec ça. On a, alors, c'est des équipes qu'on va faire gonfler avec le temps. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on est une entreprise qui est déjà structurée, c'est-à-dire qu'on est une entreprise avec déjà un service avec des développeurs et qu'on a juste ajouté d'autres développeurs. On a déjà un service marketing, on a déjà un service ressources humaines, déjà un service financier, on a déjà un service commercial. D'ailleurs, le service commercial était très, très important parce qu'on a pris une petite partie du service commercial qui a géré la SAV de l'ICO. C'est-à-dire que quand vous avez un problème, vous étiez rappelé. Notre métier à nous, c'est aussi être un métier de service. Donc, on sait le faire, on sait comment gérer la relation client, c'est notre métier. Donc, voilà, on est une entreprise. Donc, du coup, on avait toute cette équipe qui était en place. Et au-delà de ça, on a donc, du coup, tous nos advisors. Je vous invite à aller regarder sur le white paper qui est sur notre site versity.io, Versity, VERSITY.io. On a un white paper qui est très lourd, hein, qui a été très travaillé en étant une entreprise cotée, on était obligé en plus de faire très attention à comment a été rédigé. On fait appel à un très gros cabinet d'avocats qui nous a tout relu, tout refait. Et donc, voilà, donc on a notre white paper en anglais, en français, je vous invite à aller le voir.
Et donc, du coup, dans ce white paper, vous avez la liste de tous nos advisors. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Je ne sais pas si on a le temps de les citer, mais Alors, juste pour éviter justement certaines problématiques, on va éviter de les citer personnellement pour éviter de mettre en avant certaines personnes qui ne le souhaiteraient pas forcément. Et du coup, comme tu peux le dire, il y en a un certain nombre. Je suis allé les voir justement pour voir un petit peu qui avait pris part dans le projet. Et la question que je me suis posée, comment est-ce que vous les avez choisis et quel était le processus de sélection pour dire cet advisor-là, il va représenter ce domaine-là parce qu'il a telle expérience, si je peux me schématiser. Est-ce qu'il y a eu des éléments comme ça qui ont été mis en place? Comment ça s'est fait? On a rencontré énormément de personnes de la Web3, d'entreprises et de personnes de la Web3. Et on a beaucoup échangé avec eux, on a parlé du projet. Tout ça, c'était il y a quelques mois déjà. Et on a parlé du projet, on a parlé de ce que… Et après, sur les échanges, les discussions, les meetings qu'on a fait, on s'est dit, voilà, lui… donc, on a pris quand même quelques advisors de référence qui nous ont aidés dans ce travail-là. Et donc, du coup, on s'est dit, lui, effectivement, c'est probablement le meilleur. On a regardé les solutions, les projets sur lesquels ils ont été impliqués, les white papers dans lesquels les projets ont été, le white paper ou les projets dans lesquels ils ont été impliqués. Et on les a sectionnés vraiment avec minutie, je dirais, sur ce projet-là. Il y avait peut-être un minimum d'expérience requise pour être advisor ou pas du tout? C'était à chaque poste sélectionner l'advisor qui vous paraissait le plus pertinent. Alors, si tu regardes, en fait, tu as regardé, mais en fait, on a plusieurs catégories d'advisors. On a des advisors qui sont spécialisés dans la Web3. Et là, effectivement, c'est le track record. Et les échanges qu'on a eus. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième catégorie, c'est on va dire les gens qui sont spécialisés dans leur domaine, mais qui sont liés à Versity, donc l'immobilier et la finance. D'accord, oui. Ça, c'est des gens qu'on connaît bien. On a pris dans l'immobilier une personne qui est une référence européenne dans l'immobilier. On a pris en finance aussi quelqu'un qui est une référence au moins française dans la finance. Et on a ensuite, le dernier, c'est la com. Donc, effectivement, je peux le citer parce que Teddy Riner, c'est… Bien sûr, oui, tout à fait. Non, là, on parle de public. Donc, non, je parlais plutôt effectivement de personnes qui interviennent plus dans certains secteurs en particulier. Mais oui, du Teddy Riner, c'est effectivement, il n'y a aucune problématique de ce côté-là. Et justement, sur la partie développeur, parce que ce n'est pas du tout votre cœur d'activité. À la base, vous êtes vraiment sur la partie immobilier. Quel était le choix et comment vous êtes positionné en disant est-ce que vous avez recruté en interne directement des développeurs? Est-ce que vous avez fait appel à une société externe en vue de leur expérience? Comment est-ce que vous avez envisagé la question du développement? Parce que c'était quelque chose de très particulier, du développement blockchain en plus très spécifique. Alors, pour moi, le développeur, la partie dev, il y a trois grandes parties aussi. Il y a la partie Web3, toute la partie blockchain. Et ça, clairement, on a fait appel à des partenaires pour ça. On a 2 grands partenaires techniques qui sont probablement parmi les plus réputés en France. Oui, tu peux les citer, de toute façon, s'ils sont affichés sur le site, il n'y a pas de… Oui, donc c'est Blockchain XDev et SmartChain. Donc, eux, c'est sur la partie technique. On a une partie qui est la partie Web 2, parce que mine de rien, il y aura quand même une interface du front qui sera du Web 2. Et là, on a tout ce qu'il faut en interne pour faire ça. Et on a la partie 3D, et qui est un gros morceau. Et sur cette partie 3D, on va à la fois recruter, mais aussi on travaille avec un partenaire spécialisé qui s'appelle le Full Room, qui est aussi dans la liste de nos partenaires, et qui est une entreprise qui a industrialisé le process. Nous, on a industrialisé le process d'ingénierie, eux, ils ont industrialisé le process de production de la 3D. Et donc, on discute avec d'autres aussi partenaires dans la 3D. Pour l'instant, je ne peux pas encore les discloser, mais l'idée, c'est qu'on puisse avoir des partenaires très forts sur chacun de ces 3 catégories-là. Et ensuite, on va s'appuyer aussi pour la partie 3D sur la communauté, parce qu'en fait, l'idée pour nous, c'est de donner une version, dans une version Versity qui est utilisable, qui sera pas, si vous êtes d'habitude du gaming, ce ne sera pas de la même qualité, parce qu'il faut quand même qu'on puisse délivrer, mais il faut que ça soit suffisant pour que la promesse qu'on donne, c'est-à-dire la possibilité de bien visiter
l'environnement tel qu'il est dans la réalité. Mais on va demander à la communauté, et ils seront rémunérés pour ça, de pouvoir améliorer des quartiers, des bâtiments en termes de design. Et ça fera partie aussi, c'est dans un de nos modèles, on a plusieurs modèles économiques liés donc vous avez parlé de la land économie, mais il y a aussi cette économie pour faire participer la communauté. Il y a aussi une économie, ce qu'on appelle nous, de visit to earn, des choses qu'on va discloser progressivement pour pouvoir à tous. Donc en fait, cette réflexion-là a été, on a mis tous ces process-là ont été mis en place, qui nous permettra justement dans cette phase de cadrage, qui nous permettra de développer la partie technique. D'accord. Et du coup, pour le partenaire en termes de développement blockchain, vous l'avez pris parce qu'ils avaient un historique par rapport à d'autres projets ou parce que les équipes vous paraissaient compétentes sur cette thématique-là? Comment est-ce qu'on choisit un partenaire blockchain? Si demain, moi, j'ai envie de développer, par exemple, un métaverse, aujourd'hui, il y a plein de structures qui existent qui font du développement blockchain. Il n'y en a pas une pléthore, mais il y en a quand même un certain nombre. Quels ont été justement vos critères de choix en disant est-ce qu'on fait travailler une société française en priorité? Parce que d'après ce que j'ai vu, vous avez quand même majoritairement des personnes qui sont francophones qui travaillent avec vous. Ou est-ce que vous avez pris d'autres critères? Comment ça s'est passé pour ce choix-là? La première chose, c'est que on va vu beaucoup, il nous fallait un partenaire qui soit solide, qui a un peu d'expérience. Alors, même si la blockchain n'est pas très vieille, il y a quand même des boîtes qui ont quand même plus d'expérience que d'autres. On voit aujourd'hui dans le monde de la Web3 beaucoup d'entreprises qui ont créé il n'y a pas très longtemps, mais qui ont très fort probablement beaucoup de compétences, mais dont les équipes sont relativement faibles. Et dans une période où il y a quand même une montée de la demande sur ces sujets-là, il fallait avoir quand même des structures qui soient solides, assez grosses pour pouvoir tenir un projet comme le nôtre. Donc, ça fait partie des critères de choix. Donc, on a fait le choix plutôt de grosses structures et on les a rencontrés, on a vu les produits qu'ils faisaient. Moi, je regardais ce qu'a fait Blockchain ISDEP, notamment sur les outils qu'ils ont déjà développés, qui ont déjà, je dirais, une solidité en lui-même, en termes de sécurité, en termes de facilité d'utilisation, qui sont éprouvés. Et nous, on cherche vraiment des solutions qui soient solides, sécures et éprouvées. Donc, on a vraiment choisi sur ces bases-là. Et ça ne veut absolument pas dire que les autres prestataires qu'on a rencontrés ne sont pas au niveau. Ça veut dire qu'en fait, en étant une entreprise, je dirais, solide, cotée, on ne pouvait pas prendre de risques. Donc, on a quand même pris des références sur ce projet-là. Bien sûr, ce qui est normal. En plus, quand on développe un projet de cette envergure et de cette nouveauté, il faut vraiment s'appuyer sur des prestataires qui sont solides. Il y a un élément tout à l'heure que j'ai noté et qui est vraiment très important. Tu insistais sur le terme Vercity parce qu'effectivement, il y a un autre projet qui s'appelle Veracity, là, dont quelqu'un m'a envoyé le nom tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec vous. C'est vraiment une autre entité. Ouais. Et quand les personnes font des recherches sur Google sur le terme Vercity, il y a une entreprise justement de développement qui existe depuis 2011. Et du coup, la question s'est posée, c'est un petit peu comment ça s'est construit, quelle était l'idée de représenter ça? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un produit ou c'est une marque totalement déposée? Comment est-ce que comment la marque est déposée. Nous, on a déposé déjà, c'est notre travail, on a quand même une grosse équipe marketing. On a travaillé sur le nom Vercity, Parcel, City. Donc voilà, donc il y a eu un travail du marketing sur ce nom. Ensuite, à partir du moment où on s'est décidé sur le nom, on a déposé les noms. On a acheté plutôt les URL. Donc, du coup, voilà. Et tout ça, en fait, n'est pas une société séparée. C'est dans le cadre de la SA, les Agences de Papa. On est une société anonyme. 4 200 000 € de capital. Et donc, du coup, toutes les équipes, toute la propriété intellectuelle sont logées dans cette société anonyme qui est la société cotée, en fait. D'accord, ok. Et justement, cette proximité avec d'autres structures dont le nom se rapproche, est-ce que vous ne pensez pas qu'à long terme, ça peut créer une problématique, une confusion en tout cas, pour les personnes qui souhaitent se renseigner sur votre projet?
Par exemple, je sais pas, moi, en tapant sur Google, c'est vrai que je ne vous connaissais pas forcément, donc je tombe sur ce site-là, je fais, mais c'est bizarre, on m'avait parlé d'immobilier, je vois que ça parle de logiciels, je pense pas que je sois au bon endroit, donc après, je refais mes recherches. Mais voilà, est-ce que justement, ça peut pas induire une confusion et comment est-ce que vous voyez ça en termes d'avenir derrière? Alors, à moins que mes équipes marketing n'ont pas fait le travail, normalement, quand on a acheté voilà, on a en SEA le terme Versity. Donc, quand vous tapez Versity, vous avez déjà le premier lien qui est une annonce Google, qui est le bon site Versity. Qui effectivement qui doit être bloqué chez moi parce que je bloque toutes les pubs par défaut. Ah, d'accord. Donc, et puis vous avez deuxièmement, le deuxième. Ouais, je prenais le premier résultat naturel qui est le .com. Et effectivement, et du coup, on sait que après, quand je regarde, le deuxième, c'est un article de Forbes. Le troisième, c'est un article de Coin Tribune. Le quatrième, c'est un article de Masukimo. Oui, si on recherche un peu, on sait que c'est versity.io, votre site. Mais du coup, j'étais un peu surpris en fait. C'était plutôt ça. C'était pas l'idée, c'était juste de comprendre le pourquoi. Et par exemple, quelqu'un qui nous faisait la réflexion sur Twitter en disant bah, vous allez présenter Veracity. On dit bah non, ça n'a rien à voir. Justement parce qu'il y a cette proximité du nom. Et comment est-ce que vous voyez pour vous arriver à vous démarquer justement de tous les autres comme il y a eu une époque entre Bitcoin Cash et Bitcoin ou Bitcoin Diamant, personne n'arrivait à faire de la distinction entre Ethereum et Ethereum classique. Et finalement, bah, quand on est dans la crypto, on commence à connaître un petit peu les différentes distinctions. Mais vis-à-vis du grand public, qui est quand même votre public majeur, on va dire, comment eux, ils vont arriver à faire cette distinction-là, en fait? En fait, je pense qu'on a notre travail à nous. Et si je devais résumer, mais très, très résumer notre travail à nous, elle est finalement en deux parties. La partie technique, on doit offrir cette base technique, que ce soit Metaverse, que ce soit la marketplace, que ce soit les builders, etc. Donc ça, c'est aussi la partie très importante du travail. Et l'autre partie, c'est le marketing. Et c'est quoi le marketing? Le marketing, c'est communiquer auprès du grand public et auprès des professionnels Versity. Donc, on n'a pas encore lancé cette communication. Aujourd'hui, c'est des articles de presse, mais parce que tout simplement, Versity n'est pas encore en ligne. Mais il est prévu dans la roadmap, en tout cas, on l'a déjà fait pour les agences de papa. Et dans la roadmap, il y a et dans le budget aussi, toute une ligne pour la communication de Versity pour le grand public. D'accord. Et justement, dans cette communication, vu comme là, on est sur un secteur qui est crypto, qui est différent de la communication qui avait été faite sur les agences de papa, est-ce que vous avez vocation à ouvrir, je ne sais pas, des Discord, des Twitter, des choses où la communauté va pouvoir vraiment interagir directement avec vos équipes pour oui, monter on a un compte Twitter qui je crois, qui est autour de 40 000 followers. Oui, sur Twitter, effectivement, parce que du coup, on a trois canaux de télégraphe, un en anglais, un en français et un officiel. Donc, je vous invite à aller sur le site pour avoir les liens en direct. Donc, avec pas mal d'abonnés aussi. Oui. Et puis, Discord, on pourrait le faire, mais on a voulu essayer de centrer notre communication alors auprès du grand public, on va dire, hein, même si c'est souvent une communauté crypto, sur Twitter et sur Telegram. Après, on a une communication qui est plus professionnelle. Donc, on a un compte LinkedIn qui parle aux professionnels. Donc, on a aussi un compte Facebook parce que c'est lié aussi à la population de gens qui nous suivent. On a une population de gens qui est un peu plus mature, qui sont intéressés par l'immobilier. Voilà, donc il fallait faire un Facebook. Mais l'idée, c'est de ne pas s'éparpiller dans la communication. D'ailleurs, je vous invite probablement à regarder peut-être une rediff de nos amas, je ne sais plus quand d'ailleurs, où il y a eu une partie de l'équipe marketing qui est intervenue et qui a présenté un petit peu ces sujets-là. Pour ceux qui les cherchent, c'est sur Telegram en fait qui a les AMA parce que je suis tombé tout à l'heure dessus. Sylvain vous a mis là dans le chat les liens officiels pour les différents réseaux. De toute façon, comme je disais, nous on va faire une communication sur Twitter et je vous en parlerai plus tard avec le lien vers le réseau officiel pour qu'on puisse justement vous proposer ça en plus. Aujourd'hui, si on doit parler de la vision future du métaverse et du Web 3,
qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta vision des choses? Et voilà, comment tu vois que ça va évoluer en fait, et dans quel sens ça va évoluer, et quel sens surtout toi tu veux donner en tant que fondateur de Versity à ce projet-là sur le long terme? En toute honnêteté, moi, je ne suis pas quelqu'un qui connaissait, qui est un professionnel de la Web3 et je ne prétends pas du tout l'être. Donc, je vais donner un petit peu ma vision de quelqu'un qui connaît bien le monde de l'entreprise, qui connaît bien l'économie, le business, qui connaît plutôt bien le Web 2. Et en fait, je me suis rendu compte que l'état de la Web3 actuelle était finalement un monde qui il y a une grosse communauté, hein, mais qui représentait, si on devait prendre l'économie globale, qui représentait une petite partie. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ça n'explose pas? Pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises qui viennent? Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, jusqu'à très récemment, en fait, la Web3 il y avait, ne le prenez pas mal, hein, mais je pense qu'il était trop sur la spéculation, sur les cryptos. Et beaucoup de jeunes. C'est une réalité et c'est pas mal. En fait, c'est aussi savoir prendre du recul et nous, on essaie de l'expliquer régulièrement à la communauté. C'est qu'effectivement, les cryptos, c'est 90% de spéculation et 10% de projets qui apportent des technologies qui vont changer le monde de demain, si on peut dire ça comme ça. Et c'est exactement ça. C'est ça qu'il faut regarder en fait. Qu'est-ce qui va changer le monde de demain? Et il y a tout pour changer le monde de demain, sauf que l'essentiel de la communauté est concentré sur la spéculation. Et en fait, les outils aujourd'hui ne sont utilisés principalement quand je regarde des SEO, quand je regarde des NFT. C'est pas business friendly. On n'arrive pas à le lier à l'économie réelle, ou très peu, très très peu. Et je pense que là où la Web3 explosera, c'est qu'on arrive à le lier à l'économie réelle. Et c'est quelque part un petit peu notre cheval de bataille. Nous, ce qu'on veut, c'est lier la Web3 à l'économie réelle parce qu'on pense, et je pense que la plupart des gens ici seront d'accord avec moi, que ça va créer une vraie différence. Et lié à l'économie réelle, parce que finalement, lié à l'économie réelle, c'est quoi? C'est faire venir des gens qui ne sont pas des gens qui ont la sensibilité des crypto-monnaies, des NFT ou de la spéculation. C'est des gens qui se disent, voilà, moi j'ai un besoin d'acheter une maison. L'immobilier, c'est dans la plupart des pays le premier fournisseur de PIB. Donc si on arrive à faire entrer des gens, demain, celui qui veut acheter sa voiture ou celui qui veut faire ses courses, si on arrive à lier l'économie réelle avec la force des outils de la Web3, là, on va créer la différence. Là, ça va exploser. Et je pense qu'on n'en est pas loin. Et il faut juste que de plus en plus d'entreprises essaient de faire ce lien, de faire ce pont. Et Versity, je pense, est un élément qui fera ce pont-là. C'est un élément qui participe à ce travail. Et aujourd'hui, il y a des approximations en termes de chiffres pour donner une idée du cycle de développement, du nombre d'utilisateurs qu'il pourrait y avoir sur la plateforme. D'après vous, vos modèles, d'ici, je ne sais pas, peut-être un an, parce que si on dit que la plateforme elle est lancée là en fin d'année, si on dit fin 2023, vous attendez à avoir à peu près combien d'utilisateurs? Est-ce que vous avez une idée ou pas du tout? Ça n'a pas été envisagé. C'est un peu compliqué aujourd'hui à dire, je t'avoue. On a des objectifs. En fait, on a des objectifs qui sont liés en fait aux chiffres des grands portails d'immobilier. Et l'objectif, c'est clairement d'être le portail immobilier 3.0, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, qui sont des modèles qui n'ont pas changé depuis 15 ans, c'est vraiment de les remplacer. Donc, on espère effectivement, mais c'est concrètement, hein, je ne m'aventurerai pas à donner des chiffres aujourd'hui. C'est trop récent, effectivement, et on ne sait pas encore la marge d'adoption qu'il peut y avoir sur ça. C'est ça, et ça va aussi dépendre de notre travail. C'est-à-dire que notre travail, donc sur les deux grands parties, je te rappelle que il faut qu'on délivre la partie technique, il faut qu'on travaille la partie marketing pour faire venir un maximum de personnes. On a aujourd'hui beaucoup de gens intéressés, de professionnels intéressés dans le monde de l'immobilier, donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. On a des professionnels qui ne sont pas de l'immobilier, qui commencent à être intéressés, comme j'ai pris quelques exemples tout à l'heure, et ça, c'est extrêmement positif aussi. Mais l'important, c'est aussi de faire venir monsieur et madame tout le monde.
Et ça, c'est le travail marketing qu'on fera qui va les faire venir. Et qui va être très bon pour le secteur crypto, en fait, au final, pour que les personnes voient qu'il y a vraiment une utilité en fait, à la crypto, que ce n'est pas uniquement de la pure spéculation. Et du coup, c'est très bien en fait, que vous puissiez arriver à apporter des projets comme ça qui ont une utilisation concrète et surtout qui peuvent être matérialisés, on va dire, dans la vie traditionnelle. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu des questions. Donc là, on va prendre les questions de la communauté. Donc si vous en avez pour Claude, mettez-les tout de suite dans le chat. Et en attendant, je vais vous donner aussi un petit cadeau en plus parce que Versity sont relativement généreux. Ils nous ont offert plusieurs giveaways. Donc, on en a fait un en live là directement. On va en faire un pour les personnes qui vont voir le replay. Du coup, je vous invite à mettre le commentaire Versity en fait sous la vidéo une fois que la vidéo est finie. Et puis, on tirera au sort d'ici quelques jours le gagnant et on lui offrira pareil 100 $ de token Versity. Et je vous invite surtout à aller suivre notre compte Twitter parce qu'en fait, c'est là où vous allez retrouver toutes les informations pour le concours. On va offrir 3 fois 100 $ en Versity pour les personnes qui suivent le compte et en plus qui vont aller suivre le compte de chez Versity. On vous mettra toutes les infos directement sur le Twitter. Donc, du coup, je vous invite à aller lire tous ces éléments-là à la fin du live. Et si jamais vous avez des questions encore là, sur Versity, sur son mode de fonctionnement, sur un détail que j'aurais peut-être omis dans les échanges qu'on a pu avoir avec Claude, eh ben, mettez-le en commentaire. On va attendre 2 minutes, le temps que tout le monde puisse avoir accès aux bonnes informations. Merci en tout cas, Claude, pour le temps que tu as pris d'avoir répondre à l'ensemble des questions. L'idée de ces interviews, voilà, c'est qu'on puisse échanger avec les personnes qui sont responsables des différents projets, que ce soit des projets francophones en général, c'est quand même plus simple pour pouvoir échanger avec eux, rentrer plus dans les détails, pouvoir vraiment poser tout un tas de questions. Comme on vous le dit, hein, c'est jamais un conseil d'investissement. L'idée, c'est vraiment juste de vous parler un petit peu de ces projets-là, de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir vous les présenter. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en dessous dans les commentaires sur le replay. Je vois qu'il n'y a pas forcément de questions, donc on sait qu'on a dû bien aborder tous les éléments. En tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir t'avoir en live, Claude. Merci beaucoup, Mickaël, de m'avoir invité. J'espère qu'il se remettra rapidement. Ouais, pareil. Mais du coup, ça sera une bonne occasion pour lui de revenir. Exactement, tout à fait, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup et merci à toute la communauté qui était là. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Ciao.